Soignant face à la mort, un podcast de Doctors and Death. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soignant face à la mort. Nous sommes aujourd'hui avec Sylvain Mélan, spécialiste en infectiologie. Tout d'abord, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours ? Je suis lausannois d'origine. J'ai fait mes études de médecine entre 1999 et 2005. Et puis, juste après, j'ai fait une thèse en recherche, en fait, à l'EPFL, sur HIV. Ça a assez vite viré sur de la génétique, mais le thème principal était censé être HIV. Je suis retourné en clinique pour me former en médecine interne d'abord. Puis là, j'ai été confronté à des bactéries hyper résistantes. J'ai fait un postdoc aux États-Unis entre la recherche fondamentale au MIT et au Wyss Institute avec Jim Collins. Et puis, en même temps, en me formant à la clinique au Mass General Hospital et puis au Brigham and Women's Hospital. Et là, j'ai vraiment eu ma spécialisation en maladies infectieuses en étant confronté tant aux infections bactériennes sérieuses, avec le choc septique par exemple, qu'aux atteintes aux maladies chroniques avec HIV, la prise en charge de patients qui ont eu une maladie assez sévère. Je suis revenu en Suisse en 2017 et puis depuis, je travaille comme infectiologue, superviseur et j'ai une activité de recherche et une activité clinique où je prends en charge des patients, je forme la génération suivante, etc. Et j'imagine qu'en tant qu'infectiologue, et surtout avec ce contexte de bactéries super résistantes, comme vous dites, vous deviez être en tout cas confronté au quotidien, j'imagine, à la mort. Est-ce que vous avez un peu des anecdotes à nous raconter à ce sujet ? En réfléchissant à ce podcast, en fait, je réfléchissais à quelles expériences sont les plus relevantes. Et en fait, il y a vraiment deux mondes très différents. Je présume que vous êtes né après 1996 et je pense que, hormis le Covid, vous n'avez pas forcément été confronté à des maladies infectieuses qui puissent être une peine de mort. Ma jeunesse à moi, entre guillemets, je l'ai passée au début des années 90, à une période où en fait HIV, il n'y avait pas de traitement. Et c'était compris comme une peine de mort, d'avoir HIV comme infection. Et donc, ma première vraie expérience de mort avec la médecine, c'était plutôt comme adolescent, alors que je n'étais pas formé, en voyant des maladies qui étaient vraiment où on devait juste faire attention parce que l'erreur de trop était quelque chose d'irréversible. Vous avez peut-être connu la BD Joe de Rib qui essaie de traiter de cet aspect-là avec l'héroïne qui contracte HIV et qui finit par décéder. C'était une ambiance qui était très différente et qui n'est pas si loin. C'est clair qu'on pense au début du siècle passé à la mortalité des maladies infectieuses, mais tout d'un coup, une maladie telle que HIV ramène tout d'un coup cette fragilité humaine jusqu'à ce que la médecine fasse assez de progrès pour combattre. Et en fait, maintenant, j'ai arrêté de voir des patients HIV relativement récemment, mais il y a vraiment deux générations en fait de patients. Les patients qui ont contracté la maladie avant 1996, avant l'introduction des trithérapies, et ceux après. Et les gens qui ont eu HIV et qui ont été malades avec cette espèce de peine de mort qui leur pendait au nez, c'est des gens qui ont un regard différent. Ils ont une sagesse, ils sont revenus en fait de la peine de mort. Et c'est une patientèle, pour moi c'était presque un honneur de m'en occuper. C'est des gens extrêmement philosophes qui ont eu une expérience de vie complètement différente de la nôtre, qui ont
compréhension pour ce qu'a accompli le domaine biomédical qui est très particulier. Ils ont vécu la nécessité de faire du lobbyisme pour avoir accès au traitement, tout en voyant la recherche biomédicale livrée en l'espace de 20 ans, ce qui est rien. Toutes les armes pour détecter le virus, pour le quantifier, les traitements pour le neutraliser. Ils ont aussi eu les échecs, parce qu'initialement, on a commencé un seul antiviral, ça ne fonctionnait pas. On a dû comprendre qu'il en a fallu 3 pour neutraliser le virus. Et donc, c'est des gens qui ont une espèce de sagesse. C'est une patientèle impressionnante. Et c'est en rien pour diminuer les gens qui se sont infectés après. Mais c'est simplement qu'ils n'ont pas été confrontés à la même chose. Alors, ils sont quand même confrontés aux stigmates. Parce que quand on parle avec des patients HIV de nos jours, pour nous, c'est une impression que c'est pas grand-chose. On prend un traitement et puis ça va. C'est pas du tout leur compréhension. Donc, les patients qui ont contracté la maladie après, c'est en rien pour les diminuer. Ils ont une souffrance qui reste, mais il n'y a pas forcément eu cette exposition à la peine de mort. Quand je regarde, par contre, les infections bactériennes, ça ne se joue plus du tout à la même échelle de temps. Quelqu'un qui avait HIV, en général, avant les trithérapies, le diagnostic arrivait de manière soudaine, mais il y avait encore une maladie qui allait traîner pendant quelque temps, le temps que le système immunitaire soit vraiment épuisé, dépendant à quel moment le diagnostic était posé. Une infection bactérienne, ça peut être assez rapide. Sepsis, le choc septique, le patient peut être, dès le début, inconscient, être aux soins intensifs, ne plus vraiment réapparaître et puis décéder. Donc c'est un peu des timelines, des durées qui sont très différentes et c'est pas vraiment les mêmes expériences. Et comment est-ce que vous avez fait en tant que médecin, donc lorsqu'il n'y avait pas encore ces trithérapies, de devoir annoncer en fait aux patients qu'ils avaient le VIH et qu'il n'y avait pas vraiment de solution? Alors, j'ai fait mes études jusqu'en 2005. J'ai été confronté aux premiers patients en 2001-2002. Donc, personnellement, j'ai pas eu ces expériences. Mon père, qui lui était aussi infectiologue, a été confronté à des scénarios épouvantables et eux n'avaient pas encore les armes. Mm-hmm. Et ça, c'est des choses, on en parle un peu. Et il y a des situations qui étaient terribles, vraiment. Des jeunes couples qui ont un projet familial, qui se font faucher, des histoires vraiment dures. J'ai été épargné pour ce genre de difficultés. Et juste vraiment pour aller un peu démontrer l'impact et le changement qu'il y a, un de mes collègues à Bâle me disait un peu en boutade que, en fait, un HIV, c'est un meilleur diagnostic qu'un diabète parce que le diabète va réduire l'espérance de vie, là où l'HIV, de nos jours, plus vraiment. C'est de la boutade, c'est un peu, encore une fois, indélicat dans le sens où il y a une réelle souffrance qui est liée à être séropositif, à vivre avec le HIV. Il y a encore beaucoup de stigmates. C'est vrai que ça fait une grande différence entre avant et après l'arrivée du traitement. Enfin, j'imagine que pour ces patients, c'était presque une sorte de miracle, en fait. En allemand, on dirait Jein, oui et non. Parce qu'au tout début, je ne sais pas si vous voyez un peu, mais c'était une 20 comprimés, et les premières versions avaient des effets secondaires épouvantables. Donc c'était une vie, mais qui était pénible. Et puis ça a évolué avec le progrès médical de nouveau à une seule pilule, une fois par jour, avec des profils d'effets secondaires qui sont quasiment nuls. Ça nous arrive encore de nos jours, dans d'autres situations,
de nous retrouver face à des patients contre de maladies, par exemple qui ont un cancer inopérable, qui ont une infection, et on est en échec et mat. Et d'annoncer l'échec et mat, de pivoter de on va guérir à c'est dépassé, ça c'est les discussions qui se rapprocheraient le plus de l'annonce de cette peine de mort. C'est des discussions qui ne sont pas évidentes. Là, il y a d'autant plus le besoin, je ne veux pas mal citer, je suis pas sûr si c'est Ambroise Paré ou César Roux qui disait « Guérir parfois, soulager souvent, accompagner toujours ». On a un devoir, en fait, d'accompagner. Et c'est délicat parce que c'est arrivé quand j'étais en médecine interne à Bâle. C'est pas rare d'avoir une personne qui n'a plus de proches, qui n'a plus d'enfants et qui décède isolée. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et l'équipe soignante est là, mais il n'y a pas le même lien, évidemment. On n'est pas des remplaçants de proches. Et là, il y a quelque chose de délicat. On est une société qui s'isole un peu de plus en plus, donc ça peut aussi être un thème délicat dans le processus d'un décès. C'est vrai que comme vous l'avez dit, une infection au VIH, du coup, c'est une maladie chronique, donc vous allez suivre les patients durant toute leur vie, alors qu'une infection bactérienne, peut-être que vous allez les voir quelques jours ou semaines à l'hôpital et puis après, ils partent. Donc c'est très différent aussi. Oui, absolument. Puis c'est vrai qu'on a encore assez facilement la vision du médecin qui est là pour sauver la personne et pour la soigner, et moins cette vision d'accompagner jusqu'à la finalité qui est la guérison ou pas. Oui et non. On a fait de plus en plus de progrès, donc on a tendance à moins en moins accepter le rôle d'accompagnateur, mais on a aussi pas mal évolué dans le sens où maintenant on comprend bien le rôle des soins palliatifs. Et je pense que là, on fait aussi beaucoup de progrès. C'est pas rare de nos jours que l'équipe médicale conseille l'arrêt thérapeutique pour pas s'acharner. Donc on devient aussi un peu plus sage. Et c'est une discussion à avoir avec le patient. Ce moment où on pivote de traitement à situation trop mal engagée, et maintenant on doit viser autre chose, de soulager le traitement de la douleur, et puis ne pas forcément pousser la 6e, 7e ligne de chimiothérapie, de savoir dire maintenant les derniers jours qui sont là, il faut plutôt les passer sans effet secondaire et puis favoriser un peu plus de confort. Est-ce que vous avez des conseils à donner en tant que médecin pour avoir cette discussion avec un patient ? Je ne suis pas le mieux placé parce que je ne suis pas un spécialiste de soins palliatifs. Mon rôle sera souvent celui de consultant. Mais je crois qu'on peut essayer de s'imposer, de faire les choses, déjà de réaliser que là où nous, ça va être juste une période de notre travail, de notre journée, le décès de quelqu'un, c'est une étape extrêmement importante. Et c'est crucial de pouvoir bien faire les choses, même si c'est rester un peu plus longtemps, répondre à une dernière question, répondre à l'angoisse d'un proche. Ça devrait être quelque chose d'intuitif, ça ne l'est pas forcément, parce qu'on est inconfortable potentiellement face au décès des patients. C'est un échec pour un thérapeute, le décès. C'est un peu... Évidemment que les soins palliatifs ont une autre vision, mais pour beaucoup de gens, le décès, c'est le raté ultime de la prise en charge. Mais c'est là où j'aime énormément, je suis très attaché à ce guérir parfois, soulager souvent, accompagner toujours. Ça fait que c'est un peu le compas moral de comment faire les choses. Et c'est pas forcément évident.
On a beaucoup de choses à faire dans une journée. On a plein de conflits d'agenda qui font qu'on ne peut pas toujours être là à disposition. Mais on devrait faire attention à cet élément-là, à pouvoir accompagner, se donner la possibilité de faire les choses bien. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir accepté notre demande. Et merci beaucoup à Fréquence Banane aussi pour nous avoir prêté les studios. Merci.